Donc ces rencontres thématiques, elles sont accessibles à tous et c'est pour partager nos connaissances, notre expertise, nos expériences, voilà, sur des sujets qui touchent à la participation des enfants et des jeunes. Aujourd'hui, donc, on vous propose cette émission, hein, c'est quasiment une émission, sur la vidéo comme support d'engagement. Et vous êtes nombreux à vous intéresser à ça. En deux mots, l'ANACEJ est partenaire de FestivePrev, qu'on va vous présenter juste après, depuis de nombreuses années. Donc, un festival international du film de prévention pour et par les jeunes, hein, si je le dis bien. Voilà, on a des membres de notre comité jeune qui sont membres du jury, qui reviennent à chaque fois enthousiastes. Et on a aussi nos prix ANACEJ où tous les ans, on a des conseils d'enfants ou de jeunes ou des groupes, des associations, quelle que soit la forme, qui nous présentent des projets de vidéos souvent très, très, très intéressantes avec un impact. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de traiter ce sujet avec vous en donnant la parole aux principaux intéressés qu'on va vous présenter. L'idée, c'est de voir, de répondre à cette question, hein, en quoi ça peut être un support d'engagement. On ne va pas épuiser le sujet en 2 heures, bien sûr, mais c'est pour vous donner des idées, vous donner envie de vous en saisir hein, avec les enfants et les jeunes. Et puis éventuellement prendre des contacts, voilà, commencer à partager de l'info pour pouvoir avancer dans cette direction. Donc effectivement, pour creuser un petit peu le sujet aujourd'hui, on a réuni plusieurs intervenants au profil plutôt complémentaire, donc qui vont apporter chacun leur regard et leur expérience vis-à-vis de la vidéo. Donc certains sont des réalisateurs ou accompagnateurs de projets vidéo, d'autres en tant que spectateurs également. Je pense notamment aux membres du jury jeune ou aussi des acteurs engagés dans les démarches de participation jeune. Donc voilà, leurs expériences croisées permettront d'aborder la vidéo sous différents angles, notamment celui de la création, de la réception et de son impact sur l'engagement citoyen. Donc pour commencer, je vous les présente brièvement et après je leur laisserai la parole. Donc on a Nicolas Aujar qui est coordinateur de FestiPrev, donc comme disait Jean-Marc, le Festival international du film de prévention, citoyenneté et jeunesse, où il y a des diffusions de films faits par des jeunes pour des jeunes. Il y a également du coup des jeunes du Conseil de jeunes de Créteil, donc Anissa et Clémentine, accompagnées d'Anna Carvalho, qui est animatrice du projet pour le CDJ, donc qui ont fait une mini-série documentaire sur les chemins de l'engagement. Il y a également des jeunes élèves de quatrième du Collège Fabre d'Églantine, avec leur enseignante, qui ont réalisé justement un film qui s'appelle Mascuvirus, qui a été diffusé lors de la dernière édition de FestiPrev. Et c'est un film sur le masculinisme. Ensuite, il y a Iris, Benoît et Brandon Brun, qui sont des membres de la commission Qui est arrivé de de je sais la pas si tu peux NACEJ constituer ou si, si, je peux faire un dossier aussi. Moi, je l'ai mis dans les classeurs. et qui sont membres pardon, du jury jeune du comité jeune de la NACEJ et qui étaient membres du jury jeune à cette édition de FestiPrev et donc qui seront là en plus en regard de spectateurs, mais aussi ils nous partageront leur expérience en tant que jury jeune où ils ont pu discuter des différents films avec 12 autres jurys jeunes qui avaient entre 12 et 22 ans. Donc pour commencer, on peut passer la parole à Nicolas Aujar qui a une petite surprise pour vous également à la fin de sa présentation. Bonjour, donc moi c'est Nicolas Aujar, je suis dans la vie. Je suis directeur général adjoint d'une association de jeunesse et d'éducation populaire au sud de La Rochelle, à Angoulins-sur-Mer pour être très très précis. En gros, on gère une micro-crèche, des centres de loisirs, des espaces projets jeunes pour les adolescents, un secteur famille. En gros, c'est un peu comme un centre social, mais on n'a pas toutes les attributions. Voilà, donc ça c'est ma fonction première. Et puis depuis 2016, je suis coordinateur d'un projet qui a bien grandi. C'est FestiPrev, le Festival international du film de prévention, citoyenneté et jeunesse, donc, qui est né d'une volonté toute simple, c'était de donner la parole aux jeunes. Les jeunes de l'agglomération de La Rochelle dans un premier temps, bien évidemment. L'idée, c'était de les accompagner à faire des films de prévention où c'était eux qui choisissaient les thématiques, c'était eux qui écrivaient les scénarios et c'est eux qui filmaient. Et en fait, on s'est dit que en cherchant en fait, dans la France entière, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives qui permettaient de valoriser ces productions-là, ces films-là.
Et donc, ça nous semblait intéressant de faire un appel à films national lors de la première année et puis international depuis, en envoyant des mails un petit peu partout pour recueillir tous les films qui sont faits dans le monde entier, des films faits par des jeunes de 11 à 25 ans sur des thématiques très très variées. En fait, à partir du moment où c'est des sujets qui parlent aux jeunes, bah, nous, ça nous va très 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 bien. Donc chaque année, on a entre 100 et 200 films qui arrivent. On en sélectionne 36. Il y a un comité de sélection qui sélectionne 36 films qui sont diffusés à l'Espace Encan à La Rochelle, qui est une très très belle salle de 800 places. C'est dans l'ADN du projet, c'est-à-dire qu'on met en lumière, on met en valeur les réalisations des jeunes en les prenant au sérieux. C'est-à-dire que nous, on met des intervenants pros qui accompagnent les jeunes à faire des films. On les diffuse dans une belle salle de cinéma. Il y a un beau tapis, il y a des bénévoles tous souriants. Enfin voilà, on met vraiment les petits plats dans les grands pour montrer que c'est important ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et qu'on en tient compte. Donc, je crois que c'est à ce moment-là où je lance l'After Movie, c'est bien ça? C'est ça, on va le lancer pour ça. Donc, du coup, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, l'After Movie, c'est retour sur 3 jours de festival. C'est très rapide, c'est très bref, ça dure 3 minutes 40, mais ça vous montre un petit peu l'énergie du festival. Alors après, on dit toujours qu'il faut venir vivre le festival à La Rochelle pour voir ce que c'est exactement, mais ça vous montrera déjà un petit peu ce que c'est. À travers ce que vous faites, vous les jeunes, vous transmettez un message et nous avons besoin d'être bousculés en permanence, de pouvoir voir et écouter, mais surtout de savoir entendre et comprendre. Nous, en tant qu'adolescents, on a le pouvoir d'aider nos amis et de remarquer les petits changements, mais vous aussi, en tant qu'adultes et en tant que parents, vous avez le pouvoir et le devoir de faire attention aux personnes qui vous entourent. Nous avons voulu souligner ce contraste entre ces petites phrases qui blessent sans le vouloir et l'écoute sincère sans jugement, dont nous avons tous besoin. Le village citoyen est installé dans le hall. Cet espace existe afin de valoriser des initiatives faites par et pour les jeunes. Alors n'hésitez pas à revenir avec vos proches, vos amis, vos grands-parents. C'est un espace vivant, accessible à toutes et à tous et riche en découvertes. Grâce au film, nos mondes changent, évoluent,
des vies deviennent meilleures. Alors continuons de créer pour impacter. Du coup, on peut passer la parole à l'équipe de Mascuvirus, justement, du Collège Fab d'Églantine de La Rochelle, qui a présenté son film cette année à FestiPrev. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Donc Jasmine, Léandre, Cléo, Louison et Camille, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y, chacun son tour. Oui, vas-y. Bah, du coup, moi, c'est Jasmine. Moi, c'est Léandre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Cléo. Et moi, c'est Louise. Est-ce que vous pouvez parler de votre film, de votre projet? Pourquoi avoir fait ce film? Pourquoi avoir choisi de faire une vidéo également? Qu'est-ce qui vous a motivé dès le départ? Et ben, en fait, le projet il est venu du coup de notre classe. On s'était inscrit en 5e. Et le sujet, eh ben, on l'a trouvé sur les réseaux sociaux. C'est du coup des personnes de notre classe. On en a parlé à la classe du coup. On voyait des vidéos sur des gens qui parlaient du masculinisme. Et du coup, bah, on a choisi ce thème parce que ça nous touchait. Et on trouvait que c'était grave. Et actuel. Et c'est un thème qui prend de plus en plus d'ampleur en France et qui touche beaucoup les jeunes. Donc, comme on est jeunes et qu'on va bientôt être, enfin pas adulte, mais on va plus grandir, il faut pas que ça se propage sur nous et pas que ça se propage sur les autres. Et justement, c'est pour ça qu'on l'a tourné en forme de virus pour dire qu'il fallait pas que ça continue à prendre de l'ampleur. Et on a décidé de le tourner un peu sous la forme de l'humour pour que ce soit drôle et le tourner un peu comme le coronavirus avec un pack anti-mascu pour se protéger, des gestes barrières et tout ça. Donc je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver en cours, le film porte sur le masculinisme. Donc on va essayer de vous le projeter. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça ne marche pas du tout. Pareil, on vous invite à aller le voir. Il est visionnable sur la chaîne YouTube de FestiPrev. Donc on fait un test et n'hésitez pas à nous faire signe si ça ne va pas. Bonjour. Des informations inquiétantes viennent de nous parvenir concernant la propagation préoccupante d'un nouveau virus en France. Il s'agit, selon les experts, du virus MascuVM+, qui touche en majorité les jeunes hommes de 16 à 34 ans. Les principaux symptômes sont les suivants. Insultes, sexisme, racisme. 23% des hommes atteints estiment qu'il faut être violent envers les femmes pour se faire respecter. Nous retrouvons Louison pour un point plus précis sur cette situation d'urgence. Comme vous le voyez sur cette carte, la propagation du virus MascuVM+ est exponentielle et nous ne sommes qu'au début de l'épidémie et la France n'a malheureusement pas été épargnée. Il a été également constaté une augmentation de 14% de l'état du sexisme en France entre 2023 et 2025. D'autres chiffres très inquiétants directement en lien avec le MascuVM+. Il a été observé une hausse de 41% du diagnostic du virus du sida chez les 15 à 24 ans. Il est avéré que 32% des hommes entre 16 et 34 ans exigent que les femmes respectent leur choix de ne pas porter de préservatif. Merci Louison. Effectivement, une situation très préoccupante. Nous retrouvons notre journaliste Ambre pour un reportage exclusif au cœur de la Casa des Mascus. Ok les gars, on y est. Le moment que vous attendez tous, est-ce que vous êtes des vrais bonhommes ou pas? Toi, t'as montré que t'avais du cran et qu'elle s'est imposée. T'es prêt pour la suite? Bien sûr. Viens là. Bravo pour ta formation. Merci. Alors rappelez-moi, quelles sont les femelles à éviter? Les chiennes. Et quelles sont les femelles bonnes à chasser? Les brebis et les loups. Tu vois, ser masculiniste, c'est pas compliqué. Voici le guide de la virilité. Et ça, c'est des red pills. Ça t'aidera à être un vrai mâle. Merci. Va me chercher le brebis et dépêche-toi. Ces femelles sont à toi, t'en fais ce que tu veux.
Excusez-moi, ces deux femmes ont-elles le droit de dire non? Je rigole. C'est un privilège pour elles d'être sous la protection d'un masculiniste. Puis si elles sont pas contentes, c'est pas mon problème. Hein. Un reportage glaçant, tout comme le témoignage de ce jeune homme, victime hier d'une attaque de masculinistes. Par peur des représailles, il a souhaité garder son anonymat. Une bande d'ados m'a abordé hier soir, en me demandant si j'étais un mascu. J'ai répondu que non. Ils ont commencé à m'insulter et à me frapper. C'était l'enfer. J'ai réussi à m'enfuir, mais j'ai peur d'avoir été contaminé. Je n'ose plus approcher ni ma sœur ni ma mère. Pour lutter contre la propagation de ce virus, un pack anti-mascu est désormais disponible en pharmacie. Louison et Lucas, nous vous laissons présenter ce pack à nos téléspectateurs. Merci Cléo et Léandre. Alors Louison, que trouve-t-on dans ce pack? Eh bien Lucas, vous y retrouverez 2 modèles de lunettes, les mascunettes. Un modèle pour femmes et un autre pour hommes. Très élégant. Et à quoi servent-elles? Elles sont essentielles pour repérer un homme atteint du mascu-VM+. Pas bête, et quoi d'autre? Le répulspremen, il est indispensable pour repousser les masculinistes en cas d'agression. Et un pchit suffit. Oh là, c'est puissant! Pour finir, les derniers articles de ce pack sont exclusivement destinés aux hommes. Le sirop misogel, il vous suffit de prendre une cuillère à café matin et soir en cas de toute apparition des effets du virus. Et il est conseillé d'alterner avec la fameuse pilule bleue pour plus d'efficacité. Et bonne nouvelle, une promotion est en cours sous cet article. Absolument Lucas, voilà, vous savez tout. Merci pour ces conseils. Nous terminons ce flash spécial avec quelques extraits de témoignages d'hommes contaminés, sélectionnés par nos équipes sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à toutes et protégez-vous. Moi je préfère une fille qui n'a pas de carrière, qui même une caissière Lidl c'est très très bien pour nous. Être soumise, c'est dans leur nature. Femme doit apprendre à fermer sa grosse bouche. C'est juste gérer une meuf. Maintenant moi petit message à tous les gens qui vont dire que je suis un violeur. Je vous attends. The true alpha male. Et nous, que ferons-nous? D'ailleurs, vous pouvez regarder les 35 autres films de la sélection. Et vous verrez qu'il y a, dans les 36 films, il y a vraiment des thèmes variés qui sont abordés. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir, c'est fait pour ça. Donc, voilà. Et ensuite, on va passer la parole au Conseil de jeunes de Créteil, donc Anissa et Clémentine, qui ont participé au projet. C'est une mini-série documentaire qui s'appelle Sur les chemins de l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement? Donc bonjour, donc on est le Conseil de jeunes de Créteil et donc on a pu réaliser cette mini-série en 4 épisodes qui s'appelle Sur les chemins de l'engagement. Ça nous a permis de découvrir grâce à l'Union européenne et différentes institutions d'autres jeunes en France et en Europe et leur poser des questions sur leur engagement. Mais pas que leur engagement politique ou citoyen, mais aussi leur engagement sportif. Et voilà, ça nous a pris 2 ans de réalisation. Et on est entouré de jeunes de la ville de Créteil, qui sont à l'école à Créteil ou qui habitent à Créteil. Et on a tous entre 15 et 20 ans. Peut-être les 4 épisodes, mais la liste des thèmes. Et donc les thèmes des 4 épisodes, c'est quelles formes peuvent prendre l'engagement, pourquoi s'engage-t-on, comment l'opportunité d'accéder à l'engagement diffère-t-elle selon les personnes, et jusqu'à où peut-on aller pour se faire entendre. Le Conseil des jeunes de Créteil a parcouru la France et l'Europe pour rencontrer celles et ceux qui s'engagent. À travers leurs témoignages, nous avons découvert des parcours, des motivations et des formes d'action variées. En chemin, nous nous sommes posé la question. Quelle forme peut prendre l'engagement ? L'engagement, un mot que l'on connaît tous et pourtant si dur à définir. Le dictionnaire définit l'engagement comme l'action de s'impliquer pour répondre à des besoins concrets. Dans une ville, il se manifeste par des initiatives citoyennes, des actions solidaires ou des projets pour améliorer la vie collective. Cet élan repose sur un choix personnel.
celui de vouloir agir pour les autres et pour soi. Mais que signifie vraiment s'engager et pourquoi est-ce si important? Et en fait, c'est vraiment un moule. Une fois qu'on rentre dedans, on s'imprègne, et une fois qu'on est assez imprégné, qu'on se sent capable, justement, on va essayer de retransmettre un peu tout ce qu'on a appris. L'engagement, il est perpétuel, mais une chose qui me semble importante dans l'engagement, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Donc on peut très bien être engagé à fond sur une cause sans y être obligé. Nous sommes allés rencontrer des personnes partout en France pour avoir leur définition de l'engagement. Actif. Entraide. La détermination. Rencontre. Agir. De l'espoir. Solidarité. Évoluer. Y croire. Et qui doit rester authentique. Je pense que l'engagement, c'est aussi un système pour pas sombrer dans la négativité, parce que quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on a tendance à se sentir un peu dépassé par tous ces événements. Et on va pas pouvoir résoudre à nous tout seuls ces crises, mais se dire qu'on s'est engagé un petit peu pour ça, ça aide. Ça aide à pouvoir mieux appréhender la vie de tous les jours. C'est aussi enrichissant pour la société parce que, en vrai, il y a beaucoup de types d'engagement, notamment l'engagement bénévole. S'engager serait donc avant tout participer activement à la vie de sa communauté. Il apparaît que le nombre de jeunes engagés est souvent sous-estimé. En effet, plus de 3 jeunes sur 10 ont donné de leur temps bénévolement à des associations et 72% des 18-24 ans se déclarent globalement engagés. Personnellement, j'essaie de défendre ceux qui en ont besoin. Je fais des activités comme être à des conseils de discipline, c'est pas tout le temps génial. Conseil d'administration pour essayer d'avoir de droits supplémentaires pour les lycéens dans mon lycée. Même le plus petit des engagements, il est important. Ça montre qu'on est là, qu'on est actif, qu'on se bat pour ce qu'on aime et ce qu'on veut défendre, qu'on a des valeurs, des principes. Donc même le plus insignifiant, le plus petit engagement, c'est quelque chose de primordial. Voilà. La notion d'engagement inclut les engagements associatifs et politiques, syndicaux et aussi l'engagement sportif. En France, selon le gouvernement, le sport est le deuxième domaine d'engagement après l'action sociale et caritative avec plus de 3,5 millions de bénévoles. Est-ce que tu penses être engagé ? Plutôt, oui. Dans le cadre associatif, à Voile, maintenant je suis salarié, mais je me suis bien engagé l'année dernière auprès de mon club de volley où j'ai fait coach bénévole pendant 1 an. Et dans toutes les activités sportives que j'ai pratiquées, je me suis engagé. Et à côté de ça, je peux avoir un engagement un petit peu militant où ça peut arriver de faire des manifs. Qu'est-ce que l'engagement pour toi ? L'engagement, c'est aller au-delà de soi-même, c'est mettre ses propres compétences au service des autres et de causes plus grandes que soi. L'engagement peut-il prendre d'autres formes ? Le premier type d'engagement évoqué est souvent celui des associations caritatives et solidaires, notamment en raison des budgets qui leur sont alloués. Certaines, comme les Restos du Cœur, distribuent jusqu'à 170 millions de repas par an, tandis que d'autres, plus locales, mènent des actions comme des maraudes. Cependant, cette définition de l'engagement est-elle vraiment complète ? Comment tu t'engages dans la vie ? Comment je m'engage ? Il faudrait que je définisse déjà différents types, je pense, d'engagement. Il y a de l'engagement plutôt solidaire. Moi, j'ai aussi un engagement environnemental, on va dire. Je pense que l'engagement environnemental, ça, je le fais un peu tous les jours. C'est-à-dire, on fait attention à ne pas prendre une douche trop longue. On fait attention à, je sais pas, par exemple, manger des aliments de saison. J'ai fait le CME, donc le Conseil municipal des enfants petites. Et je me suis rendu compte que, fin de lycée, j'avais vraiment envie de m'engager, surtout que je m'intéresse de plus en plus à la politique, tous ces sujets-là. Et je me suis dit, en fait, l'engagement citoyen et dans des instances citoyennes des villes, c'est le meilleur moyen pour faire tout ça, quoi. Le CLJ, à mes yeux, il a autant d'importance que mon sport ou que mes études, en fait. C'est vraiment... c'est un équilibre, en fait. C'est quelque chose qui pourrait me permettre derrière d'accéder au métier que je souhaite. Moi, j'aimerais beaucoup travailler dans la politique et dans tout ce qui va être collectivité territoriale, tout ça. Et c'est vrai que l'engagement citoyen, pour moi, ça fait de plus en plus partie de moi et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. À l'origine, s'engager signifiait se mettre en gage, se lier par une promesse morale ou sociale. Cette notion qui a traversé les siècles trouve encore une résonance aujourd'hui avec des actes symboliques comme le mariage.
Les formes d'engagement évoluent avec le temps, et aujourd'hui on peut se servir des réseaux sociaux pour soutenir ou dénoncer une cause, défendre des personnes ou des idées. Mais peut-on vraiment s'engager depuis son canapé ? Au fil de nos rencontres, nous avons vu que cette question soulevait des débats et pas seulement entre des personnes de différentes générations, mais aussi entre nous. Les visionner également sur YouTube. Enfin, vous pourrez après répondre évidemment aux questions avec les autres intervenants. On va passer à la présentation de nos derniers intervenants. Donc Iris et Brandon, qui étaient membres du jury jeune de FestiPrep 2026. Donc FestiPrep qui s'est déroulé il y a quelques semaines à La Rochelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour vous présenter et brièvement votre expérience? Iris, si tu veux commencer. Bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 20 ans, j'habite à Lille et du coup, comme je fais partie du COMJ de la NACEJ, j'ai eu l'opportunité de participer au jury de FestiPrev, qui était une super surprise parce que je ne connaissais pas du tout ce festival. Et je me suis d'ailleurs très vite rendu compte que c'était un festival qui était très très bien implanté dans la ville. Il y a notamment même des classes dans des collèges qui sont faites pour créer des courts-métrages, des classes vraiment spécialisées. C'est une option qu'ils prennent quand ils s'inscrivent pour du coup pouvoir monter un projet. Donc c'était très intéressant et en fait on se rend compte que les jeunes ont beaucoup beaucoup à dire et que c'est une parole qui est très intéressante et qu'en même temps on ne peut pas faire sans eux pour comprendre la plupart des sujets. Ouais, enfin on a l'habitude de voir des sujets de prévention un petit peu nuls, des affiches qui vont dire oui, l'alcool c'est mal, le harcèlement c'est pas bien, stop. Et c'est vrai que là, c'est intéressant de voir ce format de court-métrage parce que forcément, déjà, on sait que l'empathie, c'est important que la fiction aide à l'empathie et que ça permet de faire passer des messages parce que les jeunes peuvent se reconnaître. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup pu voir dans ce festival et dans les courts-métrages. Et donc, du coup, avec Brandon, j'étais au jury jeune. Et en fait, notre rôle était de sélectionner 3 courts-métrages, de leur donner des prix, le prix du coup de cœur, le prix département et de la région, pour expliquer en fait en quoi c'était des courts-métrages qui étaient intéressants, des courts-métrages qui étaient utiles de manière éducative, qui arrivent en fait à remplir plusieurs critères, justement des critères du fait que c'est un sujet intéressant, du fait que c'est quelque chose qui est bien fait, et aussi l'implication des jeunes, qu'on voit énormément par les sujets choisis. Je pense notamment à la masculinité, qui a été un sujet dont on a beaucoup vu. On a eu au total 3 courts-métrages. Donc Masculvirus, bien sûr, mais je pense aussi à Le Service. Ces deux-là qui ont traité du masculinisme comme virus. Donc on voit beaucoup l'angle des jeunes. Le fait que nous maintenant, enfin, et surtout la nouvelle jeunesse qui est une génération post-Covid, et donc c'est forcément un angle qui va fonctionner. Et c'était en tout cas vraiment, j'ai trouvé très très beau de voir les jeunes participer et aussi une compréhension qu'ils peuvent avoir de certains mécanismes comme le masculinisme qui passe justement par les réseaux sociaux, dont du coup le 3e court-métrage qui parle de masculinisme, c'est Tactique, qui vient en fait caricaturer l'algorithme TikTok. Donc on se rend vraiment compte que les jeunes ont une bonne compréhension des mécanismes qui créent des réseaux sociaux et qui créent de l'anxiété, toutes les peurs. Et vraiment, enfin, pour moi, c'est des courts-métrages qui étaient magnifiques. J'étais très heureuse de pouvoir y participer et de voir du coup la perspective des jeunes, de voir ce qu'ils ont pu faire passer comme message et aussi qu'eux-mêmes, ils ont pu en profiter pour parler de sujets dont un adulte n'aurait pas forcément pensé à écrire, comme par exemple un court-métrage qui s'appelle, j'ai le nom, Les grands lâcher les écrans, qui vient parler du fait que les adultes, que les parents vont être très très souvent sur les écrans. Et alors que souvent, on va souvent dire c'est les jeunes ils sont beaucoup sur leur téléphone. Et c'est vrai que c'était très intéressant de voir les perspectives qui ont été utilisées lors de ce festival, les différents courts-métrages, et de voir la perspective des jeunes et de voir comment est-ce qu'ils arrivent à comprendre certains sujets et en même temps à nous faire parler. Forcément, du coup, étant dans la tranche d'âge visée, j'ai vraiment pu reconnaître beaucoup de sujets où je me suis dit, ok, ils ont bien compris le sujet. Et moi, en tant que jeune, je me suis sentie impactée. Voilà, je laisse la parole à Brandon. Super. Bonjour, je m'appelle Brandon, j'ai 22 ans, je suis le plus âgé du jury jeune.
Ma camarade a dit énormément de choses, donc je suis d'accord. Du coup, je vais peut-être plus parler d'expérience personnelle. Je connaissais pas du coup les FestiPrev. Je l'ai découvert quand j'ai eu la proposition du COMJ à la NACEJ. Je vais me concentrer du coup sur l'aspect plus humain. On est 12, donc avec des différences d'âge assez élevées, surtout entre du coup le plus âgé moi et la plus jeune qui avait 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc 10 ans d'écart. On a des points de vue qui sont très différents sur beaucoup de sujets, des références aussi culturelles et personnelles qui sont différentes. Donc franchement, ça a amené des débats où c'était très complet et surtout très ouvert sur le monde. Malheureusement, en grandissant, on perd un peu cette notion de jeunesse, d'attachement à la jeunesse qu'on peut avoir. J'ai également pu du coup rencontrer d'autres membres du jury avec qui je suis encore en contact, que ce soit professionnel ou jeune. Et je trouve que ça a été une expérience humaine hyper importante. Et surtout, en tant que jeune engagé, je suis vraiment hyper fier de voir que les jeunes de nos jours, on dit souvent que l'engagement se réduit un peu. Et franchement, je trouve que pas du tout. Les jeunes sont de plus en plus engagés, ont des messages à faire passer. Et c'est, je trouve, un super remède à un peu tout ce qui peut être compliqué dans ce monde, de voir que les jeunes, peu importe les âges, peu importe d'où ils viennent, restent engagés, restent prêts à se soutenir entre eux, à défendre des causes qui sont hyper importantes. Et je pense que c'est ce que je retiendrai le plus. Et voilà. Ouais, super. De toute façon, on va vous questionner après aussi sur votre expérience. Merci pour ces présentations. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des questions. Et n'hésitez pas, les participants, à poser des questions dans le chat et on reviendra après dessus à la fin. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Iris nous a évoqué la force de la vidéo en termes d'émotion pour faire passer un message. Et du coup, mais j'aimerais avoir l'avis des jeunes de Créteil ou du collège sur Mascus Virus, parce que c'est les sujets que vous avez traités, vous auriez pu le faire à travers un autre support que la vidéo. Peut-être, qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix? J'ai un bon argument. Parce que la vidéo, c'est quelque chose que les jeunes, enfin, depuis pas si longtemps qu'avec les réseaux sociaux, qu'ils ont, comment expliquer, qu'ils ont l'habitude et que justement avec FestiPrev, et ben, ça enrichit leur culture de connaissances et que se tourner vers la vidéo, comme ça, les jeunes, ils vont pouvoir l'apprendre. Alors que si justement les affiches ou tous les trucs comme ça, les jeunes, au bout d'un moment, en fait, ils comprennent pas vraiment l'intérêt, le message, voilà. Et que pour eux, c'est un peu son importance. Alors qu'une vidéo, comme il y aura par exemple des actions, du mouvement, et sera peut-être plus d'importance pour eux, parce que ils pourront se dire que ça peut vraiment arriver, alors qu'une affiche, peut-être un peu moins. Donc toi, tu veux dire, Louison, qui s'identifie davantage, Ouais. peut-être le dire ça. Ah non, surtout pas. Vas-y, Louison, parle de ça. Et que justement, ils vont peut-être plus s'identifier se reconnaître dans le fait de faire une vidéo que dans une affiche. D'accord, très bien. Et pour Créteil, donc sur ce sujet de l'engagement des jeunes, c'était un choix évident pour vous ou est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce que vous avez hésité? Nous, l'engagement, c'est déjà un sujet qui nous touche parce que la participation au conseil de jeunes, elle est faite sur base de bénévolat. C'est nous qui nous proposons directement à la mairie pour y participer. Et surtout que l'engagement, ça peut prendre plusieurs formes et il y a plusieurs définitions. Du coup, on a trouvé ça important d'en parler. D'accord. Et Et pourquoi avoir choisi la vidéo du coup pour parler de ce sujet? Ou est-ce que vous avez hésité avec d'autres formats? Du coup, la vidéo, c'est un moyen de diffusion déjà qui attire l'attention des gens. Donc, c'est pas parce que du coup, vu que il y a un visuel, on est plus attiré on écoute plus en général. De plus, quand il y a un visage, on peut se reconnaître dans les personnes qu'on voit. Et du coup, ça fait que il y a une dimension plus réelle. Donc, voilà. Et aussi, notre vidéo, donc elle est, donc on peut la voir tout le temps, mais aussi même sans le son, on peut comprendre la vidéo vu qu'on a pu mettre des sous-titres à notre vidéo.
Donc elle est accessible à tout le monde et tout le temps. Voilà. D'accord. On l'a aussi mis au téléchargement. On a mis un lien Drive pour que les gens puissent la télécharger. Parce qu'on sait qu'il y a des endroits où on n'a pas Internet, des Tout le établissements scolaires ou autres, où on n'a pas toujours Internet. Donc ça nous semblait vraiment important de la rendre vraiment accessible au max, quoi, de nos capacités. Ok. Et dans le cas de Créteil, en plus, c'était pas une seule vidéo, il y en a plusieurs, hein. C'est une série, c'est 4 épisodes. Voilà, c'est 4 épisodes, donc c'est un gros travail. Comment vous avez pu organiser tout ça? Enfin, pourquoi vous avez choisi de faire 4 vidéos, par exemple? Enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout le travail qui est en amont, au-delà du résultat, enfin, pour arriver à ce résultat? Déjà, on a fait 4 épisodes parce que quand on a réfléchi au sujet, on a vu qu'il y avait plusieurs thèmes, plusieurs grands thèmes, on va dire, dans l'engagement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs épisodes et après, on a su comment on dit, se séparer en groupe afin d'optimiser le temps. Et les connaissances et nos recherches qu'on a fait, ainsi que les personnes qu'on a rencontrées. Voilà. Je complète aussi pour séparer des petits épisodes pour que ce soit aussi plus facile à voir. Si on s'intéresse que à la question de l'égalité, est-ce qu'on est tous et toutes égales face aux questions d'engagement, et ben on peut voir qu'un seul épisode. Si on s'intéresse à tout notre travail, ben on peut tout voir à la suite. En tout, ça fait une 30aine de minutes et pas une quarantaine plutôt. Et après, chaque épisode fait un peu moins de 10 minutes. Donc c'était aussi pour pouvoir le découper comme ça. C'est parce que aussi on peut regarder notre projet sans avoir vu, si on veut regarder que l'épisode 3, on n'est pas obligé de connaître tout l'avant, mais aussi pas obligé de connaître l'après. Ça se regarde. Ils sont Et puis peut-être que ce sera abordé après, mais il y a évidemment la question de l'argent et du temps. On fait qu'à un moment donné, on n'a pas pu faire 24 épisodes, même si je suis sûre qu'ils auraient été chauds. Voilà quoi. Peut-être qu'on abordera ça plus tard. Je sais pas. Oui, on va y venir aussi parce que c'est à prendre en compte. Et pour les enfants du collège, du coup, parce qu'on a vu très rapidement votre vidéo, hein, excusez-nous pour ces soucis techniques, mais on voit que il y a une mise en scène, enfin, c'est très propre, c'est très léché. Et comment vous avez choisi cette forme de plateau télé, ces mini-reportages, qu'est-ce qui vous a un peu guidé vers ça? En fait, donc, du coup, on se trouvait tout au long de l'année et on a réfléchi donc, au cadre de l'histoire. Et avec plusieurs votes, c'est ce qui nous paraissait le plus nous correspondre et être. Ce qui nous correspondait le plus et ce qui nous plaisait le plus. Alors pourquoi le programme télé, pourquoi la télévision? Vous pouvez expliquer ça? Oui. Vous parlez que c'était pas que ça se propage. Ouais, ça c'était le message, Camille, mais pourquoi avoir choisi ce format-là de télévision? Parce que comme le coronavirus, au bout d'un moment, il s'est tellement propagé qu'il fallait alerter la population pour les prévenir. Et du coup, là, c'est ce qu'on voulait transmettre dans notre film. Vraiment transmettre un message à tous les gens qui regardent, par exemple, les journaux TV, mais pas les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment un message de toute la population. D'accord. Merci. Nicolas, tu veux peut-être compléter, toi, par rapport avec ton regard sur tout ce que produisent ces jeunes. Quelle est la force de la vidéo? Pourquoi ça marche aussi bien? Ça marche aussi bien. Enfin, je rebondis sur ce que disaient les jeunes de Créteil. L'outil vidéo, en fait, en très très peu de temps, on peut créer un débat, en fait. Une vidéo, nous sur FestiPrev, les vidéos durent entre 30 secondes et 5 minutes maximum. Je voyais que les vidéos de Créteil, c'était 7 à 8 minutes, quelque chose comme ça. C'est parfait comme temps parce que c'est pas trop long. Le temps d'attention est conservé, en fait. Et après, en fait, on a vu la vidéo et on peut débattre, on peut discuter sur plein de sujets différents, que ce soit sur la citoyenneté, que ce soit sur l'égalité, que ce soit sur les violences faites à la maison, que ce soit sur la drogue, le tabac, etc., etc. Et c'est beaucoup plus efficace que des longs discours ou des affiches que plus personne ne lit finalement, parce qu'on en a plein partout dans les établissements scolaires ou dans les structures jeunesse. Donc, une bonne vidéo, ça a un impact qui est très fort. Et ça a un impact qui nous échappe. C'est ce qu'il disait tout à l'heure aussi, c'est que nous, les vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube de FestiPrev.
en fait, là, on va atteindre les 11 millions de vues de nos vidéos. C'est un impact qu'on n'avait jamais imaginé, en fait. On n'aurait jamais imaginé un tel impact. Donc, on aurait pu faire nos petites vidéos, les diffuser sous des préaux de collège ou dans des salles des fêtes vers La Rochelle. Et là, en fait, ça nous échappe. C'est diffusé dans le monde entier avec des sous-titres. Il y a même maintenant des transcriptions dans toutes les langues sur YouTube. Donc, en fait, il y a des jeunes de l'étranger qui peuvent suivre nos vidéos, les voir, les commenter. Et en fait, ça leur donne vie, en fait. Donne une vie qui est complètement différente. Je vais donner deux exemples aussi. On a un des films sur les violences sexuelles et sexistes qui a été récupéré par la Régie des transports de Genève, en Suisse, qui s'est emparé d'un de nos films finalement pour faire de la formation pour les personnels des réseaux de transport de la ville de Genève. Donc ça, c'est top. Et puis un autre exemple sur un film lié au harcèlement scolaire où c'est le ministère de l'Éducation nationale allemand qui a récupéré un film qui a été fait en France vers Évreux pour Festiprève et qui utilise ce film tous les jours quasiment au sein du ministère de l'Éducation nationale de l'Allemagne. Donc en fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'une fois que les jeunes ont porté leur message, bah, ça leur échappe un petit peu, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça permet de transformer le monde pour d'autres jeunes en fait. Ok, très bien, merci. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Et du coup, Nicolas, bah, tu nous parles de la vidéo, la force qu'elle a pour amener autre chose et notamment provoquer un débat. Je crois que c'est la démarche que vous avez suivie à Créteil aussi, puisque les vidéos ont été, sont mises à disposition aussi comme support de discussion et de débat avec un kit pédagogique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, donc déjà, on a pu faire une première projection avec nos familles et quelques membres de la ville. Et déjà, il y a eu un premier débat à la suite de la projection. Après ça, on a pu organiser deux projections, deux événements qui ont eu lieu à Créteil. Et donc, ça a permis, c'était ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans. Ouais, c'est ça. Environ. Donc, c'était totalement gratuit. Et donc, ils se présentaient. On a pu avoir 113 jeunes qui sont pu venir voir la mini-série sur 2 jours. Et on a remarqué qu'elle venait de 18 villes différentes. Et donc, après la projection, au début, ils avaient tous pu piocher un badge qui ramenait vers un épisode. Et après, ça a donné lieu à un débat et à des activités de réflexion. Et encore, donc en septembre dernier, on a pu mettre la vidéo, la mini-série sur Internet, ainsi qu'un kit pédagogique. Et donc, ça permet aux professeurs de fin collège et de lycée de pouvoir s'en saisir avec leurs élèves en classe et de pouvoir faire découvrir différents thèmes et voir la série entière à l'aide des vidéos et d'un kit pédagogique avec les activités qu'on avait pu mettre en place lors de cette séance pour les jeunes, ainsi que d'autres activités. Et aussi, ça a pu être présenté dans nos différents quartiers de la ville de Créteil, notamment dans 2 quartiers où les jeunes ont pu discuter et débattre avec les conseillers Les conseillers de quartier qui conseillers de sont quartier, un oui. peu moins jeunes. Oui, voilà. L'idée, c'était aussi d'ouvrir le débat à Un plus plus grand interâge, public. quoi. Enfin, ouais, voilà. Parler entre jeunes, c'était cool, mais aussi d'ouvrir les débats entre jeunes et adultes. De Créteil. Très bien. Oui, effectivement, la vidéo, du coup, c'est sujet à débat, surtout quand il y a des thématiques assez variées. Je pense que Iris et Brandon en font part tout à l'heure de leur expérience avec les émotions qu'ils ont partagées avec les autres membres du jury. Est-ce que vous voulez nous en dire plus de comment se passaient les débats, justement, comment vous arrivez à en discuter en fonction des thématiques avec les autres jeunes du jury dont vous avez souligné qui allaient de 12 ans à 22 ans. Donc voilà, est-ce que vous voulez un petit peu rentrer plus dans le sujet et comment vous faisiez pour débattre? Brandon, notamment, c'est toi qui évoquais cette question-là. Tout d'abord, on a dû se mettre d'accord sur comment on voulait procéder au débat. Est-ce qu'on faisait ça de manière entre guillemets scolaire, en levant la main pour prendre la parole, ou est-ce que juste on laissait la parole libre, donc on pouvait intervenir un peu quand on voulait. On a essayé les deux. On est resté sur la main levée, étant donné que sinon les débats, c'est compliqué de débattre quand on est beaucoup
et qu'on veut prendre la parole à droite, à gauche. Et surtout, ça peut rebuter les personnes un peu plus timides pour prendre la parole, alors que lever la main, ça donne accès à la parole à tout le monde. Donc on est resté sur ce fonctionnement-là. Euh, Moi, d'un point de vue personnel, je trouve que l'écart d'âge et même les différences d'âge se sont assez vite effacées dans nos débats, si ce n'est juste par la vision qu'on peut avoir du monde ou de certains sujets. Sinon, on a vraiment tous été très neutres par rapport à nos âges, entre guillemets. Et c'est ce qui a permis en fait d'avoir un débat qui était constructif, intéressant, parfois avec moins d'émotions, dépendamment des sujets dont on parlait. On a pu partager des expériences personnelles, du vécu, ou un peu de tout, tous ensemble. Et ça a été vraiment une grande discussion, comme on pourrait avoir autour d'un verre. C'est une grande discussion de plein de personnes qui ont des points de vue différents, mais qui essaient de se mettre d'accord pour essayer de promouvoir quelque chose qui fera du bien autour de nous. Et je trouve que, enfin, je l'ai vécu un peu comme ça, une grande discussion autour d'un verre, tous ensemble. Et justement, quand vous voyez une vidéo, qu'est-ce qui vous revient en premier? C'est plus l'histoire, la thématique, la technique? Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Peut-être Iris, un film qui t'a plus marqué pendant cette sélection? Bien évidemment, Justine, tu ne seras pas surprise, mais le film qui m'a le plus marqué, et c'est mon préféré, c'est aussi un peu pour ça qu'il est là aujourd'hui, c'est Mascuvirus. Mascuvirus que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, à la fois parce qu'on sentait vraiment l'implication des jeunes, parce qu'il était, encore une fois, enfin, très pertinent sur du coup, justement l'usage du virus, qui a du coup été très bien expliqué tout à l'heure, parce que en fait, il y a un fort lien qui est fait avec la propagation du coup, de certaines idéologies et le virus, tout comme le coronavirus. C'est un court-métrage qui était aussi en fait très fin. J'ai trouvé dans sa manière d'être fait et construit. Il amenait vraiment facilement au débat. Je pense le fait qu'ils ont utilisé énormément d'allégories, par exemple une allégorie animalière, on a un petit peu pu le voir là dans l'extrait, mais le fait de montrer du coup les hommes comme étant des animaux assez prédateurs et les femmes comme des petits moutons, des animaux qui sont très vulnérables et qui justement vont être chassés. C'est des allégories qui sont d'ailleurs justement très très étudiées dans le champ féminisme universitaire. Enfin, j'ai trouvé assez impressionnant de voir du coup, des élèves de quatrième le présenter et très bien et de présenter cette allégorie. Et aussi après vers la fin, enfin, vraiment je recommande à tout le monde de le voir. Et là je vais un peu spoiler la fin, mais on va dire que c'est intéressant pour le débat. C'est que à la fin on montre en fait quelques TikTok justement de personnes qui ont ces idées masculinistes. Et en fait c'est des TikTok dont malheureusement beaucoup de gens vont voir. C'est le souci de l'algorithme. Et qui montre en fait du coup la réalité qu'à la fois oui on a un côté un peu humoristique pendant tout le documentaire et après directement on a quelque chose de cash qui va être regardez, il y a des gens qui le disent et à la fin on finit même par un pan parce que en référence du coup au fait qu'il y a eu des attaques terroristes masculinistes il y a quelques années et c'est quelque chose qui fait extrêmement peur et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait parce qu'il arrive à la fois avec l'humour à faire penser à des choses avoir cette petite légèreté, mais en même temps en montrant le cash et en fait ce qui est on va dire l'horribilité de la chose, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et en même temps avec la fin finale qui vient du coup interroger, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait jusqu'à où ça peut aller et qui peut créer vraiment de nombreux débats. Enfin, c'est pour ça que moi je l'ai défendu au jury et j'étais vraiment à fond sur celui-là et je trouve que il représente selon moi très très bien en quoi un court-métrage peut être utile à des fins de prévention. Très bien, merci. Et du coup, en tant que membre du jury, Iris et Brandon, et aussi question à Nicolas, est-ce que il y a une très grande diversité de sujets traités à travers ces vidéos? Et est-ce que vous avez parfois été étonné par certains sujets qu'on n'aurait pas pensé pouvoir traiter sous cette forme? Ouais, du coup, niveau sujet traité, forcément, enfin, je sais que c'est assez commun, il y a le harcèlement, ça c'était un petit peu, on s'y attendait. Et en même temps, enfin, du coup, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je trouve aussi que justement, dans les sujets traités,
Je sais par exemple le masculinisme n'était pas du tout présenté aux éditions précédentes. Et là, c'est d'autant intéressant en fait de voir justement dans les sujets traités comment en fait les idées avancent dans notre société. J'ai été, j'ai envie de dire, notamment étonnée par un documentaire qui s'appelait Zéro Phthalate, qui parlait donc du coup des microplastiques, et c'est quelque chose dont nous, jeunes, on entend très très peu parler. D'ailleurs, justement, à cause de ça, ce qui fait que je pense que le jury, étant peu éduqué sur la question, a fait qu'il a peut-être été un peu mal reçu. Mais c'est vrai que c'était en tout cas très intéressant, et il y a certains sujets, par exemple, qui manquent. Selon moi, j'aurais peut-être apprécié, par exemple, c'est bête, mais un sujet sur l'homosexualité qui est quand même très très présent, et certains sujets peut-être manquaient, mais il était assez varié quand même. On allait du coup de l'anxiété, de l'éco-anxiété, de l'anxiété avec les médias, du cyberharcèlement, mais aussi de la condition animalière. Donc c'était franchement très varié, plutôt très bien. Et Nicolas, est-ce que tu vois justement, toi qui, ça fait 11 saisons de FestiPrev, est-ce que tu vois une évolution dans les thématiques? Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là sur les thématiques? Une évolution, je sais pas, ça serait peut-être compliqué à dire. Je sais qu'on en a beaucoup discuté avec nos partenaires de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui sont partenaires et qui sont présents dans le jury pro notamment, de faire une étude. Ça serait hyper intéressant de faire une étude sur les thématiques et l'éventuelle évolution des thématiques. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une évolution parce que, en fait, Iris, tu parlais du sujet de l'homosexualité. L'année dernière, on avait reçu 3 ou 4 films différents sur cette thématique-là. En fait, ça dépend vraiment des années. Je ne sais pas si c'est révélateur ou pas, ou si c'est juste que il y a des petits trous de temps en temps, et puis voilà. Euh, Moi, je suis assez surpris finalement. Effectivement, Zéro Phthalate, cette année, je l'attendais absolument pas, ce film-là. Un film qui traite avec une pertinence assez remarquable d'ailleurs, hein. Enfin, moi, j'ai été bluffé, j'ai été vérifier ce qui était dit dedans pour voir si c'était vrai ou pas, parce que j'ai été vraiment bluffé en fait. Euh, on avait reçu il y a quelques années un film sur le protoxyde d'azote aussi, avant que ça soit très très connu. Donc en fait, c'est ça qu'on aime bien aussi à FestiPrev, c'est que souvent les jeunes sont des lanceurs d'alerte. Ils nous interpellent sur des sujets comme Mascuvirus cette année par exemple, sur des sujets qui, avant que ça prenne vraiment de l'ampleur dans l'actualité, bah, les jeunes avaient commencé déjà à travailler dessus en fait, parce que ça les concerne, et ils ont envie d'en parler en fait. Donc on a vraiment des sujets très, 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 très variés. On a eu un film quand même cette année, il faut en parler, Le silence du ring, sur les violences sexuelles en direction des enfants, qui a bluffé et le jury jeune, et le jury pro, et le vote du public, et tous les gens qui ont assisté aux projections dans la salle, je pense. C'est un film coup de poing, mais vraiment coup de poing. Et en fait, c'est un film qui est ô combien indispensable et nécessaire. On le voit dans l'actualité actuellement. Mais en fait, les jeunes qui sont montés sur scène l'ont dit, en fait. Malheureusement, c'est des sujets sur les violences sexuelles faites aux enfants qui sont récurrents finalement. Et ça nous pose, nous, en tant qu'adultes, le questionnement de qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas fermer les yeux et pour agir, pour écouter, et pour prendre en main finalement cette problématique-là et faire en sorte que ça n'existe plus en fait. Et c'est ça que nous, on aimerait dans FestiPrev, c'est que les jeunes, on les écoute d'une part, mais qu'on prenne compte de ce qu'ils disent et qu'on mette en action des choses, en fait. Et Brandon, justement, toi aussi, tu as participé au jury jeune. Est-ce que il y a une thématique qui t'a touché particulièrement? Tu disais que tout à l'heure que tu étais l'un des plus âgés, voire le plus âgé du jury jeune cette année. Donc, est-ce qu'il y a il y a un film qui t'a touché davantage qu'un autre? Je dirais d'un point de vue étonnement, pardon, ça va être le tribunal animalier, je crois que c'est ça le nom. Donc, un film qui parlait du bien-être animal et en globalité de tout ce qui peut être fait d'horrible à l'égard des animaux. Ça m'a assez étonné de voir ce sujet-là abordé. C'est un sujet qui est très peu abordé. Les associations qui y sont liées sont souvent très mal vues. On a pu évoquer L214 dans le film, qui est une association qui n'a pas une très bonne image, notamment à cause de leur contenu choc. Mais j'ai essayé au mieux, et peut-être à tort, de ne pas, euh, de ne pas voter uniquement en tant que personne et en tant que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu ressentir à certains moments, mais vraiment d'être le plus objectif sur une personne qui n'a pas vécu ce genre de choses, une personne qui aurait, entre guillemets,
aucun vécu, aucun ressentiment et qui voudraient apprendre d'un sujet et essayer au mieux d'écarter l'humain des films que je pouvais visionner. Je pense, après coup, que c'était une erreur de faire ça, parce que l'humain est hyper important dans les films qu'on a pu voir. Mais j'ai dans mes débats et dans ma façon d'essayer de promouvoir ou de discréditer un film, essayer d'être, entre guillemets, le plus objectif et le moins humain dans la façon de faire. C'est peut-être pas la meilleure idée. Je ne sais pas, honnêtement. Avec le recul, je me dis que parfois, j'aurais pu laisser un peu plus de place à mes émotions, à comment je ressentais le film, à comment je l'ai vécu sur le moment, notamment Le Silence du Ring, que j'ai pas forcément énormément défendu. J'ai plutôt défendu Masque Virus, malgré le fait que c'est une cause qui a pu personnellement me toucher. Pour autant, je me suis dit que c'était peut-être pas le film qui était le plus actuel et qui pourrait parler le plus à tous les jeunes. Donc, j'ai vraiment retiré cet aspect humain, personnel de mon choix. Et je ne sais pas si c'était la bonne chose. Au final, je suis très content quand même que Silence du Ring ait pu être récompensé, Est-ce mais que, dans ma vision des choses, j'ai fait comme ça. merci. Est-ce que tu peux rappeler la thématique du silence du ring parce que tout le monde n'était pas à FestiPrev malheureusement. Donc, Le Silence du Ring, c'est un court-métrage qui parle des violences sexuelles et sexistes dans le monde du sport, en l'occurrence, et notamment envers les mineurs, avec une jeune fille qui fait de la boxe et qui subit du coup, des violences sexuelles et sexistes par son coach. Et je trouve que c'est un sujet où on parle très peu des violences sexuelles dans le sport. Et le film était franchement très très bien sur beaucoup d'aspects. Et voilà. Super. On va peut-être faire un petit point chat et questions. Donc, il y avait une question sur enfin, comment Iris et Brandon, justement, avaient rejoint le jury. En fait, c'est comme le disait Jean-Marc au début, l'ANACEJ est partenaire de FestiPrev. Donc l'ANACEJ a un comité jeune et 2 jeunes chaque année du comité jeune participent au jury. Mais je peux laisser Nicolas juste dire comment faire pour faire partie du jury jeune. Généralement, en fait, les jeunes nous écrivent sur l'adresse mail de FestiPrev, donc c'est sur le site internet de festiprev.com, ou sinon c'est festiprev.coordination@gmail.com, je le mettrai dans le chat. Et nous indiquent qu'ils souhaitent rejoindre le jury jeune. Ils nous expliquent pourquoi, c'est quoi leurs expériences, est-ce qu'ils ont déjà fait des films ou pas, enfin voilà, donc pour qu'on en sache un petit peu plus. Et puis nous, on leur pose 2, 3 questions sur leur disponibilité notamment. Faut pas qu'ils soient en lien avec un film qui pourrait concourir cette année. Et il faut qu'ils aient entre 11 et 25 ans pour rejoindre et être disponibles pendant les 3 jours entiers du festival. Donc voilà les contraintes. Nous, on récupère toutes les candidatures et au mois de mars, généralement, on se met d'accord sur un groupe d'à peu près, on va dire, en fonction des années, entre 12 et 16 jeunes, euh, pour que ça soit très très cohérent avec des garçons, des filles, des jeunes de La Rochelle et des jeunes d'ailleurs, des collégiens, des lycéens, enfin voilà, tout profil différent pour que ça puisse changer et que les regards, comme disait Brandon tout à l'heure, soient le plus croisés possible, parce que c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que les regards se croisent en fait et les thématiques se croisent et c'est ça qui est chouette. Et ça me fait marrer ce que tu disais, Brandon, parce qu'effectivement, moi, je le dis en toute franchise, en tant que coordinateur de FestiPrev, les prix, c'est pas l'essentiel dans FestiPrev, c'est avant tout les émotions, c'est avant tout les messages transmis. Parce que comme le disait Brandon, d'une semaine à une autre, finalement, on n'aurait peut-être pas eu le même palmarès à la fin. Tellement les films sont poignants, tous, hein, clairement tous, tellement les prises de parole des jeunes quand ils montent sur scène, c'est extrêmement émouvant. Enfin, moi, j'ai beau faire de l'animation depuis 30 ans quasiment, ça ne me rajeunit pas, mais depuis 30 ans, chaque année, j'ai ma petite larme en fait, et je suis pas le seul dans la salle. Il y a plein de gens qui sont très très émus par les films qui sont présentés. C'est jamais les mêmes films parce que finalement, on ressent tous quelque chose de différent en fonction des thématiques, en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a peur de vivre, etc. Donc, c'est un moment qui est assez incroyable. Et généralement, c'est fin mai. Je réponds à la question en même temps dans le chat. C'est fin mai, c'est fin mai à La Rochelle. Et les dates, vous retrouvez toutes les infos sur festiprev.com. Et effectivement, il y a 36 films qui sont sélectionnés, mais vous en recevez près de 180, 200 Ouais, chaque année. ouais, entre 100 et 200, ça dépend des années, ouais. Et c'est un comité de sélection qui est chargé de sélectionner les 36 films, et ça, c'est une mission qui est quand même très, 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 très complexe. Ouais, c'est vraiment pas simple. Donc, c'est pour ça qu'on s'adosse des gens de la CAF, des gens de la justice, des gens de la gendarmerie, enfin, de différents corps de métiers différents qui regardent les films avec
yeux et des axes différents finalement pour qu'on soit le plus complémentaire possible, qu'on soit sûr de ne pas passer à côté d'une pépite qui serait utile, parce que ces films-là, après, ils vivent, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par des éducateurs, des infirmières scolaires, enfin, des éducateurs PJJ, etc., au quotidien, et ça c'est hyper important en fait. Ces films, ils participent à transformer le monde pour le rendre meilleur, c'est ce qu'on aime bien dire, de manière pas très humble, mais ça nous fait du bien quand même. Justement, il y avait une question également sur ça, sur les droits d'usage pour les films dispo sur YouTube. Je crois qu'on peut s'en saisir justement pour sensibiliser, gratuitement. Est-ce que tu peux, compléter? Tout à fait. Tous les films sont libres de droit. À chaque fois que les films sont déposés à Festiprev, c'est Festiprev qui récupère les droits. L'idée, c'est que nous, on est garant que les films soient diffusés le plus possible. C'est le but, en fait. Donc, c'est pour ça que la musique doit être de la musique libre de droit, qu'elle soit réutilisée facilement. Et tous les films peuvent être utilisés dans un cadre éducatif et gratuit. Donc, si vous voulez organiser des diffusions sur vos territoires, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je vous conseille, pour éviter justement éventuellement les petits soucis de diffusion sur Internet qui des fois peuvent être hasardeux, c'est de nous envoyer un petit mail et nous, on vous envoie les fichiers vidéo. Comme ça, vous pouvez diffuser les fichiers vidéo en bonne qualité. Vous êtes sûr que ça ne saccade pas, que le son est bon, etc., quoi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra même vous conseiller sur des films, des choix de films, parce qu'aujourd'hui, on a 400 films disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, il y a clairement à boire et à manger, mais il y a vraiment plein de thèmes différents. Donc, écrivez-nous et puis dites-nous ce que vous voulez. Puis nous, on vous conseillera, on vous épaulera, on vous accompagnera. OK, très bien et j'ai du coup une dernière question dans le chat qui te concerne. Est-ce que les CME, donc les conseils municipaux d'enfants, peuvent, participer à Festiprev? Alors, le festival est ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans, accompagnés ou non. Donc, c'est toujours la question, notamment par rapport aux élémentaires. Des élémentaires peuvent participer si la majorité du groupe a 11 ans. Voilà. Pourquoi on a mis cette barrière-là? Parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, quand vous venez sur le festival, il y a des films qui peuvent traiter de violences sexuelles envers des mineurs. Ça peut être compliqué avec des plus jeunes, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi-même, j'ai des enfants et mes enfants ont vu les films. Notamment mes deux plus jeunes qui ont 6 ans et 8 ans, ils ont vu les films. Mais parce qu'ils sont accompagnés, en fait. Moi, je sais que j'aurai un débat avec eux après. Je pourrais expliquer les choses. On déconseille quand même assez fortement aux jeunes non accompagnés, ou du moins s'il n'y a pas le temps de médiation après les séances du festival, c'est pas forcément conseillé parce que ça peut soulever quand même des questions assez fortes et assez violentes. Et je le répète quand même, on ne sait pas ce qui se passe chez les enfants eux-mêmes. Donc, ils vont peut-être prendre conscience que ce qui se passe chez eux n'est pas normal. Et ça peut soulever des vrais gros traumatismes. Donc, à un moment donné, si on n'est pas prêt à accueillir ce traumatisme-là, faut être vigilant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on conseille à partir de 11 ans, parce que sur le festival, il y a un village citoyen avec plein de partenaires, notamment la Maison des adolescents, des jeunes adultes, notamment, enfin, plein de partenaires qui sont là pour écouter la parole des jeunes, pour les conseiller, pour les orienter si c'est nécessaire. Alors justement, on vous propose d'aborder un autre angle, c'est l'apport pédagogique de travailler sur ces supports vidéo pour les enfants et les jeunes qui ont la chance de participer à ces projets. Alors c'est une question de plus pour les professionnels enfants, jeunesse, du coup, qui les accompagnent, que ce soit les exemples de Créteil ou du collège Fabre d'Églantine. Et Nicolas aussi, ton regard sur ce sujet. En tant que professionnel jeunesse, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des apports pédagogiques de travailler sur un support vidéo avec les enfants et les jeunes? Bonjour, Marie, je suis assistante de prévention au collège Fabre d'Églantine. Je vais faire d'abord une petite correction par rapport à ce que vous avez noté, par rapport au film, parce que la personne qui a le plus accompagné finalement le projet, c'est Madame Loga, qui est la professeure d'espagnol et professeure principale de la classe des 4G. Donc on va rendre à César ce qui est à César. Moi, je suis venue me greffer à partir d'octobre sur le groupe avec un grand plaisir, sachant que j'avais déjà accompagné en tant qu'éducatrice de prévention il y a plusieurs années des
des jeunes sur le centre social de Tonnet-Charente, en Charente-Maritime, 2 fois sur FestiPrev, sur justement des sujets qui étaient bien sympathiques. Donc revenir sur l'accompagnement jeune là-dessus. Alors moi je vais vous donner mon avis en tant que éduc pour le coup, assistante de prévention. Moi c'est un travail pédagogique que je trouve merveilleux, vraiment. C'est-à-dire donner la parole aux jeunes à travers à travers une caméra et surtout à travers leurs idées. En fait, parler aux jeunes avec les jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque finalement, c'est eux qui ont les meilleurs messages. C'est-à-dire que nous, on va arriver avec un discours d'adultes, déjà un peu, pas formaté, mais déjà avec des idées qu'on a, enfin, je trouve, qui sont déjà reçues, entre guillemets. Et on a plus ce regard sur la société qu'ont les jeunes aujourd'hui. Jeunes d'ailleurs qui se planquent tellement ils ont honte de mon intervention. Merci, c'est gentil. Non, au-delà de ça, je trouve que une fois en fait qu'ils sont lancés, qu'ils ont trouvé leur sujet, et même avant, de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir, c'est eux en fait qui vont venir chercher le sujet, trouver le sujet pour ce qui les touche le plus en fait ces derniers temps. Et là, c'est vrai que le masculinisme, c'est alors, perso, je vous avoue que j'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas complètement en tout cas, et voir que cette nouvelle génération qui arrive derrière, et à travers les réseaux sociaux qui sont pas forcément si négatifs que ça, arrive à faire ressortir des problématiques de la société. Moi, je vous avoue que j'étais très fière d'eux. Voilà, déjà, d'avoir trouvé ce sujet. D'avoir eu, et là je suis désolée, je vais utiliser un mot espagnol, mais les cojones, d'avoir pris ce sujet et d'avoir tourné, parce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas simple. On leur a quand même montré des films, des documentaires, etc., qui n'étaient, mais même nous, en fait, en tant qu'adultes, c'était violent. Donc, chapeau, vraiment chapeau les jeunes, parce que vous avez su prendre aussi du recul. Alors, on a su aussi vous accompagner, et c'est là que c'est important, le rôle de l'adulte auprès des jeunes, c'est-à-dire c'est savoir doser entre l'accompagnement, mais aussi en fait se retirer pour aussi en fait leur laisser la place absolue finalement de leur travail et de leur réussite. Voilà. Merci. Merci. Et Anna, Créteil, peut-être votre regard sur ce travail. Oui, je rejoins beaucoup ce qui vient d'être dit de toute façon, mais nous, on a pris une perspective un peu différente. Alors déjà, on est donc un conseil de jeunes, donc moi, je les vois qu'en dehors des cours, ce qui n'est pas du coup le même cadre que le collège ou le lycée, enfin en tout cas que les établissements scolaires. Et donc, nous, on a pris le parti de travailler avec un réalisateur de documentaire. Qui du coup faisait toute la partie technique, la grosse partie technique. Donc nous, on a fait au milieu du projet, on a fait un micro-trottoir devant les lycées. Donc on avait une petite caméra, un petit micro, et donc il y a 5 ou 6 jeunes qui ont tenu la caméra sur un groupe de 30. Mais globalement, la partie technique, elle a vraiment été faite par le réal, et le montage aussi. Et donc les jeunes ont participé à l'écriture et à l'enregistrement de la voix off. Mais le mixage, tout le vrai travail technique a été fait par des pros parce que on voulait vraiment que les jeunes vivent les débats et discutent, rencontrent. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que cette série documentaire, elle s'est faite aussi parce qu'on est allé à la rencontre de plein de jeunes dans d'autres villes grâce à un gros financement Erasmus+, et de la CAF, du Val-de-Marne. Et de la ville de Créteil. Mais du coup, on est allé se balader dans des villes en France, à Bruxelles aussi en Belgique, pour rencontrer des jeunes engagés. Et donc, nous, on voulait vraiment que les jeunes de Créteil vivent ces moments-là, de rencontres, de débats, discutent entre eux, entre elles, au sein du groupe, mais aussi avec les élus, adultes, plein de gens qu'on a pu rencontrer, et s'occupent pas trop de la technique. Néanmoins, on avait de la technique devant nous, du son, de l'image, etc. Donc, ceux et celles que ça intéressait pouvaient se pencher un peu sur ces questions-là et découvrir aussi d'autres métiers, parce que là, on parle de jeunes sur ce projet qui avaient entre 15 et 18 ans, 19 ans. Donc pour le coup,
c'est des jeunes qui commencent à s'interroger sur leur orientation, qu'est-ce qui les intéresse dans la vie et tout. Et donc cette dimension-là, un peu métier, orientation, ça a pu peut-être éveiller des vocations ou des envies, ou au contraire se dire c'est pas pour moi. Mais donc il y avait tout cet aspect-là éducatif. Mais voilà, nous on a choisi que les jeunes ne filment pas pour qu'ils puissent vivre vraiment l'instant, l'engagement, le débat, etc., quoi. Je sais pas si ça répond à votre question. D'accord, si, tout à fait. Parfait. Nicolas, tu veux bien nous partager ton expérience et ton regard aussi sur ce sujet, l'apport pédagogique? Oui, l'apport pédagogique, en fait, sur FestiPrev, là où c'est pas facile, c'est que c'est très très différent en fait. L'exemple de Mascuvirus, c'est un des groupes qu'on a accompagné sur l'agglomération de La Rochelle. Et en fait, c'est un des groupes qui montre que ça fonctionne bien en fait entre Julie, l'enseignante, Marie, l'éducatrice, et Sophie Mestre aussi, la réalisatrice. En fait, c'est jamais simple de mettre en lien l'éducation populaire, l'éducation nationale et le monde de l'entreprise finalement avec les auto-entrepreneurs qui viennent réaliser. Et en fait, c'est pas facile. Au bout de 11 ans, on y arrive à peu près, mais il y a eu pas mal des fois on tâtonne, des fois c'est pas facile. Ça dépend beaucoup des gens, tout simplement, qui acceptent ou pas de rentrer dans le projet, en fait. Et quand ça fonctionne bien, on voit que ça fonctionne très très bien. Donc sur Mascuvirus, on a vu que ce groupe-là fonctionnait bien. On a d'autres exemples qui sont très 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 positifs aussi. Mais sur FestiPrev, il y a d'autres exemples, c'est-à-dire que les jeunes peuvent aussi faire leurs films tout seuls. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est auto-formateur. On a eu 2 groupes cette année qui ont fait leurs films intégralement de A à Z seuls, sans aucune aide. Et ils nous ont tous bluffés, en fait. Parce que ce travail, en fait, de se réunir, d'écrire, de se mettre d'accord, de filmer, de monter, etc., de préparer sa venue sur scène aussi, de monter sur scène sans être accompagné du tout, enfin, c'est incroyable, en fait. Et en termes d'estime de soi, de confiance en soi, enfin, le gap, il est énorme, en fait. Donc, moi, c'est ça que j'apprécie, c'est que la transformation. Elle est auprès des jeunes, bien évidemment, parce que entre le début de l'année, on pourrait poser la question aux jeunes collégiens là, de Mascuvirus, entre le début de l'année, quand ils commencent, on leur dit vous allez faire un projet vidéo, bon, ils sont un peu surpris, et puis quand on les voit à la fin de l'année, on voit la transformation, le lien entre eux, ils ont vécu un peu comme une colonie de vacances, ils ont vécu quelque chose de très très fort, et ça les change, j'allais dire, à tout jamais, en fait, mais vraiment, hein. Nous, on a vu des hors-les-murs qu'on a fait l'année dernière pour les 10 ans de FestiPrev. On a fait revenir des jeunes qui avaient fait des films il y a 10 ans. Ils viennent témoigner à quel point ça les a transformés, en fait, que c'est une étape dans leur vie qui les a profondément changés, en fait. Donc ça, c'est important, mais ça change aussi les adultes. Et je pense que ce que vient de dire Marie, par exemple, elle était éducatrice sur une autre structure avant. Ça change en fait, ça change le rapport avec les jeunes, ça change le rapport avec ses collègues, ça change le rapport avec le territoire même, en parlant avec des associations, avec des habitants, parce qu'à un moment donné, il faut aller filmer, je sais pas moi, dans la maison d'une voisine, etc. Donc on va discuter avec eux, on va parler du sujet, etc. Donc ça transcende un petit peu tout ça, ça fait que chacun sort de sa zone habituelle de travail et d'exercice pour un projet qui finalement est un peu un prétexte à faire des choses ensemble, en fait. Et dans notre société où des fois les gens sont un peu cloisonnés dans ce qu'ils font les uns à côté des autres, ça fait un bien fou d'avoir un projet qui réunit autant de personnes. FestiPrev, à chaque fois, on met les logos des partenaires dans la salle de cinéma. On a 110 partenaires, 110 institutions différentes qui participent à ce projet-là. Et on a des centaines et des centaines et des centaines de gens qui s'impliquent pour que ça fonctionne en fait. Des gens qui se parlent, des gens qui à la base ne sont pas habitués à travailler ensemble, n'ont pas les mêmes méthodes de travail et finalement qui s'harmonisent dans l'intérêt de la parole des jeunes en fait. Et c'est ça qui est vraiment profondément, j'allais dire, transcendant à travers ce projet-là. Et sur l'apport aux jeunes aussi, tu nous racontais dans une précédente discussion aussi le fait qu'en fait un film c'est plein de métiers et de compétences différentes et qu'on constate souvent qu'un jeune qui va pas être à l'aise pour prendre la caméra, il va trouver sa place ailleurs en construisant un décor et que ça permette à plein de jeunes différents d'amener à construire quelque chose ensemble aussi. Ouais, ça change la vision des uns par rapport aux autres et puis des jeunes sur eux-mêmes. J'ai plusieurs exemples là-dessus. Par exemple, j'étais dans un quartier prioritaire de La Rochelle où en fait il y avait
quand ils ont fait le groupe pour Festiprev, ils ont essayé de rattraper un des jeunes qui était en décrochage scolaire flagrant. Ils l'ont rattrapé et ils l'ont mis dans le groupe de manière un peu forcée, en fait. Donc au début, moi j'étais là sur les premières séances, il était dans le fond de la salle et il était allongé, enfin il s'occupait pas de ce qui se passait, c'était une souffrance pour lui presque d'être là. Jusqu'au moment où ils ont dû choisir la thématique et en fait ils ont commencé à parler d'une thématique qui était sur l'inclusion et le rejet des autres. Et là en fait il écoutait, puis au bout d'un moment il est intervenu en disant mais n'importe quoi, etc. Donc du coup les enseignants et les éducateurs lui ont donné la parole. Et là, en fait, il a pris la parole, il a expliqué des choses que lui avait vécues, en fait, concrètement. Et ce qu'il vivait dans son établissement, mais ce qu'il vivait aussi dans son quartier, en fait. Et là, il a eu des exemples qui étaient très, très précis. Et en fait, tous les adultes qui avaient tendance à presque lui mettre une étiquette sur ce jeune-là qui était en décrochage, les autres jeunes qui en avaient un peu marre aussi de son comportement dans l'établissement, bah, toutes ces personnes-là, finalement, ont changé leur regard par rapport à ce jeune-là, en fait, parce qu'on a mieux compris pourquoi il agissait comme ça. Et ce jeune-là, en fait, en se sentant écouté et entendu, parce que ses idées ont été prises en compte dans l'écriture du scénario du film, bah, en fait, d'un coup, il s'est senti un peu plus intégré. Il s'est remis une confiance en lui qu'il n'avait pas avant, en fait, et en fait, il a été complètement réintégré dans le groupe classe. Et en fait, ça l'a complètement changé, ça l'a remis sur les bons rails par rapport à sa scolarité. Et des exemples comme ça, on en a pas mal, en fait. Et des jeunes tu me parlais de l'orientation scolaire. Nous, l'objectif, c'est pas forcément de créer des vocations pour en faire des cinéastes absolus ou des techniciens. Il y en a qui le sont devenus. On a plusieurs exemples de jeunes, notamment cette année, on avait un jeune dans la régie de Festiprev, dans la régie, donc celui qui s'occupait de la technique, les passages de films, etc., qui était un ancien jeune d'un collège de La Rochelle, qui avait fait Festiprev il y a très très longtemps, qui était devenu bénévole sur Festiprev, et puis finalement qui s'est dit, mais moi c'est ça que je veux faire de la technique, je veux diffuser des images. Et donc du coup, il a fait une formation autour de l'image, et il est devenu professionnel de l'image en fait. Et là maintenant, nous on l'a recruté en tant qu'intervenant audiovisuel sur notre festival. Mais il n'y a pas que des jeunes qui font du cinéma, il y a aussi une jeune qui avait fait un film il y a quelques années qui s'appelle La Recette sur les premières fois, les premières relations sexuelles. Et en fait, en faisant ce film-là, ils avaient fait intervenir plusieurs personnes différentes pour parler de ce sujet-là, et notamment une sage-femme. Et cette rencontre-là l'a transformée. Et donc, du coup, elle a eu envie de devenir sage-femme aussi. Et là, aujourd'hui, maintenant, elle est sage-femme, en fait, quelques années plus tard, en fait. Donc, c'est ça aussi, c'est que des fois, c'est des rencontres qui permettent à un moment donné d'avoir des déclics. Et plus il y a de rencontres comme ça, plus bah, ça change finalement la trajectoire ou le destin de certains jeunes. Très bien, merci. Autre question qu'on a envie de poser aux jeunes qui ont vécu ça, que ce soit à Créteil ou au Collège Fabre d'Églantine. Est-ce que de fabriquer de l'image, hein, ça vous apprend aussi à mieux comprendre comment ça fonctionne et aussi comment on peut être manipulé par l'image, par ce qu'il y a derrière, enfin, ce qu'on pourrait appeler éducation aux médias ou non? Est-ce que c'est votre regard critique là-dessus? Bah, moi, je pense que oui, je pense que c'est quand même important de dire. En tout cas, moi, bah, je suis pas très forte en tout ce qui est vidéo. Et voir, par exemple, les montages, bah, ça m'a appris qu'en fait, on peut faire pas mal de choses avec des images. Et du coup, qu'il fallait faire vachement plus attention à, par exemple, ce qu'on postait, comment on utilisait les vidéos. Et est-ce que, par exemple, les vidéos qu'on regarde sur les réseaux, bah, elles sont vraies? Ou est-ce qu'on voit toute l'image? Ou c'est juste une partie de l'image qui est mise? On est un rapport différent à la vidéo. Ok. Pour les Créteil, vous avez un regard sur cette expérience? Est-ce que vous voyez l'image différemment maintenant que vous avez contribué à la fabriquer aussi? Ou à comment on monte un reportage, une interview? Enfin, voilà, vous avez été de l'autre côté de la caméra pendant un moment. Après, on a vu aussi que bah on a fait donc c'est un projet qu'on dure qui a pris 2 ans à construire. Oh. On a rencontré plusieurs personnes et on se rend bien compte qu'on n'a pas pu tout intégrer à la version finale du documentaire. Donc il y a des réponses qu'on avait reçues de certaines personnes qu'on n'a pas pu intégrer
aux réponses questions qui sont montrées dans le documentaire. Donc ça montre aussi que voilà, on peut manipuler l'image. Après, ça peut être une bonne chose aussi. Oui, enfin, on a vite fait de faire des raccourcis et Mais voilà. de pas avoir le contexte, donc de sortir des phrases un peu de leur contexte. Voilà. Voilà quoi. D'accord. Et Brandon et Iris, du coup, d'avoir vu cette diversité de films, est-ce que ça a changé un peu votre regard sur la vidéo, sur ce qu'on pouvait faire avec l'image, voilà, ou pas du tout? Ou est-ce que vous êtes sensible à ça ou à la façon dont on peut manipuler aussi avec l'image? Parce que vous avez beaucoup parlé d'empathie, d'émotion. Voilà, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu sur vos gardes aussi parfois par rapport à ça? D'un point de vue personnel, je ne regarde pas tout ce qui est télévision, etc. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai énormément de mal à accorder la confiance à ce qu'on peut voir, qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire, étant donné que, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je vais dire comme ça, les trois quarts des médias maintenant sont possédés par des grands milliardaires qui veulent passer leurs idées, et c'est donc très compliqué de faire confiance parce qu'on ne sait pas si derrière il y a un financement. De même, en tant que personne qui adore les statistiques, j'adore me renseigner sur les instituts, etc. On a des instituts, par exemple l'Observatoire de l'immigration en France, qui est financé par Édouard Pierre Thérin, si je ne me trompe pas, un milliardaire d'extrême droite, donc forcément qu'il n'y a pas de rigueur scientifique derrière. Donc c'est très compliqué, je trouve, d'accorder de la confiance aux images, à ce qu'on peut voir. Donc je n'ai pas été changé personnellement de ce point de vue-là. Par contre, ce qui a pu changer, c'est de voir comment les jeunes se représentent les problèmes et avec quelles images ils vont utiliser pour montrer le harcèlement, les violences sexuelles et sexistes, l'écologie, les inquiétudes, l'anxiété. On a eu un film sur les troubles mentaux, notamment la schizophrénie, qui a été fait en dansant. Et je trouve que cette partie-là, d'une imagerie en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est vraiment ce qui a pu m'ouvrir un peu plus. Ça veut dire que on n'est pas obligé de parler d'un sujet en discutant. On peut très bien le chanter, le danser, le dessiner, et ça aura autant d'impact qu'autre chose. Et c'est peut-être plus sur le point de vue de me dire tous les sujets peuvent être abordés en fait de toutes les façons et pas forcément uniquement sur papier ou à la télé, sur un reportage. On a plein de manières de s'exprimer et voilà. Tout à fait, ok. Merci. Quelques questions dans le chat des participants qui nous quittent déjà. Moi, je vous propose un dernier point à aborder. Il est 16h20, on ne va pas vous garder trop longtemps, mais quand même aborder un dernier sujet rapidement. C'est pour tous ceux et toutes celles maintenant qui ont envie de s'emparer de vidéos, d'en refaire ou d'en faire avec les enfants et les jeunes, si ça n'a pas été encore le cas. Peut-être échanger sur quelques conseils, que ce soit ce retour d'expérience sur le film Mascus Virus ou le conseil des jeunes de Créteil et de la part des pros, notamment Nicolas aussi. Parce que malgré tout, faire un film vidéo, ça paraît pas quand même évident. On a dit que ça prenait du temps. Il y a souvent des questions de moyens, il y a des compétences techniques, voilà, il y a potentiellement pas mal de freins quand on fait ça dans un cadre scolaire aussi. Voilà, donc des petits conseils que vous pourriez donner pour donner envie de s'y mettre, tout simplement. Et n'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat hein, pour qu'on puisse les relayer. Déjà, pour nous, je pense que le plus important, c'est de bien choisir son sujet. Parce que nous, comme l'a dit, on a pris 2 ans à faire ce projet. Et du coup, si on choisit mal son sujet, on peut très vite décrocher. Donc, c'est très important. Et après, on a tout ce qui est le budget. Nous, on a eu le droit à des financements et tout, mais ça a quand même coûté assez cher. Et après, c'est le temps à fournir et le travail. Après, en fait, après qu'on ait filmé, il y a toujours encore beaucoup de travail jusqu'à la chose finale. Et enfin, il y a encore des problèmes qui peuvent surgir ou des incidents. Comme par exemple, nous, on a eu des soucis de droit, d'images libres de droit, qui étaient encore, où il fallait rajouter encore de l'argent pour les utiliser. Donc ça a pris encore plus de temps pour sortir le projet, mais
que finalement, on n'avait pas les moyens de les acheter. Donc, on a refait un nouveau montage avec des images libres de droit, full libres de droit. Donc, et donc, ça, au lieu de sortir sur YouTube les vidéos en septembre dernier, on les a sorties 6 mois après parce qu'il y avait tout ce travail-là qu'on avait mal jaugé, mal anticipé et tout. En l'occurrence, nous, c'est parce que c'est du documentaire. Donc, de la fiction, c'est peut-être c'est différent. A priori, les images nous appartiennent puisqu'on les a filmées du début à la fin. Mais quand c'est un documentaire et qu'on va piocher des témoignages de gens, des images de foule, des choses comme ça, il faut vraiment faire attention. A priori, nous, on n'a pas vocation à le vendre ou à gagner de l'argent dessus. Donc, c'est déjà un peu plus tranquille. Mais même comme ça, pour une diffusion, pour être sûr que tout le monde peut s'en saisir tranquillement, ça demande de faire attention à toutes les images, quoi. Donc voilà, c'est peut-être ça et puis, ouais, doubler le temps qu'on pense que ça va prendre parce qu'en fait, c'est toujours plus long que ce qu'on avait prévu. Belle règle de prudence. Et sur Mascuvirus, alors peut-être des petits conseils, retour d'expérience. Comment Vas-y, Léandre. On t'a pas entendu, Léandre. Le meilleur conseil à donner, c'est d'abord de se concentrer sur le message. Je crois que un truc. Ah oui, ça se Comme ça. Et moi, je dirais que c'est d'avoir une bonne cohésion dans l'équipe, dans le groupe, quoi. Parce que des fois, dans des films de cette année, quand on était à Lancan le jeudi, 28 mai, et il y avait des films, on savait qu'il y avait... on voyait qu'ils n'étaient pas forcément très d'accord, que même dans leur discours après à Lancan, qu'ils s'entendaient pas... Après, je peux pas dire que nous, on s'entend tous très très bien dans la classe, mais quand même. Si, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Mais on voyait que des fois, ils n'étaient pas très... Et que ça a un impact, je trouve, sur le film, de l'ambiance qu'il y a en général dans la classe. Et si je puis me permettre, là, je vais parler de notre côté, nous, les adultes. Ouais. Je trouve que c'est hyper important, en tout cas, alors par rapport, tu parles de l'ambiance, au niveau de la cohésion de classe. Et en fait, on passe un moment qui est... qu'on passerait pas forcément, par exemple, dans un voyage de classe. C'est-à-dire que là, c'est tellement sur l'année, on se voit tous les vendredis pendant 2 heures, et après, on fait un tournage pendant 2 jours, 3 jours. Ça resserre les liens, je trouve. Mais en plus de ça, nous, notre regard d'adulte, on vous découvre complètement, les jeunes, sur complètement autre chose. Alors, plus particulièrement quand on est dans un établissement scolaire. Et résultat, on a découvert des élèves. Si on n'avait pas fait le projet avec eux, on n'aurait pas eu ce regard-là sur eux et on n'aurait pas découvert, en fait, ils sont super doués sur plein de trucs, en fait. Donc, voilà, c'est une très belle expérience qui est unique en son genre, autant pour les élèves que pour les adultes, et très positive. Oui, et j'ajoute aussi un truc d'un point de vue de professeur. Moi, je sais que dans mon équipe pédagogique, j'ai des profs, des collègues qui demandent chaque année à retrouver les classes de FestiPrev, parce que nous, comme on vous l'a expliqué, on fait une sélection en fin de 5e, et dans mes collègues, j'ai des collègues qui demandent à avoir ces classes-là. Alors, quand on fait cette sélection, si vous voulez, c'est pas du tout des élèves qui ont des options, qui sont en classe européenne ou quoi que ce soit. Nous, on prend juste des élèves qui sont motivés. Peu importe leur niveau scolaire, on s'en fiche. Mais voilà, mes collègues, eux, ils veulent retrouver ces classes-là de FestiPrev parce qu'ils me disent que ce sont des classes qui évoluent extrêmement bien. C'est des élèves qui sont plutôt matures dans les réflexions, qui aiment prendre des initiatives, et ça se ressent dans les cours. Voilà, ils retrouvent une ambiance extrêmement plaisante de travail avec ces élèves-là parce qu'ils sont extrêmement stimulés par le projet FestiPrev. Voilà, je vais juste terminer avec ça. Et je peux peut-être prendre la parole. En tant qu'AESH, effectivement, j'ai participé aussi au projet parce que l'élève que j'accompagne en faisait partie, et c'est intéressant de voir comment effectivement l'élève se comporte en classe avec des difficultés et comment il va s'épanouir. On peut même dire ça, moi je parle pour mon élève, il s'épanouit en dehors avec ce projet-là. Donc ça permet même pour le travail à faire ensemble de travailler mieux et de comprendre l'élève différemment que dans la salle de classe. Et ça, c'est un avantage également pour son métier d'AESH, entre parenthèses.
Voilà. Et aussi, je trouve que c'est important un message qui nous impacte vraiment et qui nous touche pour qu'on soit vraiment motivés. Ouais. Bien, bah, merci beaucoup pour vos témoignages. Et peut-être pour finir, Nicolas, un ou deux conseils alors pour ceux qui veulent se lancer. Eh ben, faut pas hésiter à se lancer, en fait, tout simplement. Effectivement, ça paraît, ça peut paraître simple, ça peut paraître complexe. Faut faire le premier pas, en fait. Faut faire le premier pas. Euh, Pas hésiter à se dire, bah, tant pis, c'est pas grave si on se plante au bout, c'est pas très grave. Parce que ce qui est important, c'est pas l'objet final, c'est toute l'aventure, et c'est ce qui vient d'être dit juste avant. C'est l'aventure aussi de faire quelque chose ensemble. Et même si l'objet final est peut-être pas au bout des exigences qu'on aurait aimé avoir au début, rien que de faire ensemble déjà, c'est hyper important, et c'est déjà une belle expérience. Moi, je sais qu'on a accompagné, alors on n'a pas accompagné au début des groupes sur Courson, c'est un petit village à côté de La Rochelle, qui avait récupéré des tablettes qui avaient été offertes par le département de la Charente-Maritime dans les collèges. Et du coup, ils avaient fait leur film comme ça. Donc, bon, c'était pas génial parce que ça bougeait dans tous les sens, le son était pas ouf, etc. Mais ça leur a permis d'avoir une première expérience, en fait. Et finalement, l'année suivante, ils ont amélioré, ils ont amélioré, ils ont amélioré. Donc forcément, si vous voulez gagner du temps, essayez de récupérer des financements pour faire venir un intervenant audiovisuel, par exemple, parce que vous allez gagner en efficacité, vous allez gagner en cadrage aussi, et ça va aider. Donc vous pouvez vous faire aider par la CAF, vous pouvez vous faire aider par le conseil départemental, par les CDC, par exemple. Voilà, il y a différents partenaires qui existent, par le Pass Culture aussi, vous pouvez monter un dossier sur les établissements scolaires. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent, les départements sur les collèges, la région sur les lycées, par exemple. Donc, il y a des financements qui existent, les Erasmus+, aussi, voilà, ça existe aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui existent pour faire financer vos projets. Essayez d'avancer comme ça. Soyez humble, soyez modeste au début, mais faites les choses. Commencez à faire le premier pas, et vous allez voir que c'est assez magique, et après, c'est assez addictif, même presque. Nous, on a eu la bonne surprise au bout de 11 éditions que tous les groupes qui étaient là au début, ils continuent tous sur l'agglomération de La Rochelle à participer en fait. Et justement, ça s'instaure d'année en année avec des groupes classes, comme le disait Julie, l'enseignante. C'est que bah, maintenant, donc sur beaucoup d'établissements sur La Rochelle, ça s'adresse aux classes de quatrième. Et en fait, généralement, les jeunes qui ont fait le FestiPrev dans l'année vont, au mois de juin, montrer leurs films dans toutes les autres classes de l'établissement. Et pour les classes de cinquième, bah, ils demandent à qui veut faire la classe FestiPrev l'année suivante, en fait. Et du coup, les jeunes lèvent la main, ils font la classe et le groupe FestiPrev de l'année suivante en fonction de ces réponses-là. Donc, et c'est sur des créneaux de travail qui sont très, très pertinents parce que c'est avant, en fait, on a commencé où on avait des bouts de créneaux de 45 minutes, des fois, entre midi et deux sur la pause méridienne. Franchement, c'était pas hyper confortable. On n'avait pas le temps de poser les choses, de faire des ateliers, etc. Et maintenant, on est quasiment sur la majorité des groupes sur des créneaux de 2 heures plein toutes les semaines, du mois de septembre jusqu'au mois de mai, pour faire le film avec 2 heures, 2 jours entiers de tournage. Et là, forcément, bah, on fait de la qualité, hein, il y a pas à dire, hein. Donc, lancez-vous et puis améliorez les choses petit à petit et vous allez voir, ça va. Allez, à FestiPrev. Ouais, c'est ça, il faut aller absolument sur la chaîne de YouTube de FestiPrev avant d'attendre la 12e édition, donc l'année prochaine, pour se rendre directement à La Rochelle. Et on vous salue là-dessus. On va finir cette rencontre. On vous remercie énormément pour votre participation, voilà, aux intervenants, à tous les participants. On espère que ça vous a plu. Vous rappelez donc que ce sera en partage sur notre chaîne YouTube aussi. Comme ça, si vous voulez en faire profiter des collègues, des amis, d'autres enfants, d'autres jeunes, que ce soit connu largement. Et puis, et on communiquera prochainement, nous, sur nos prochains Assège Bonjour de la rentrée, après ce bel été qui s'annonce. Merci à toutes et tous et à très bientôt et bonne fin de journée. Merci. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.